Voici un problème typique de cinématique. On a un cône de hauteur grand H et de rayon grand R qui se remplit d'un liquide goutte à goutte. Il tombe n gouttes par seconde. Chaque goutte est sphérique de rayon petit r et on veut exprimer la hauteur petit h de t du niveau du liquide dans le cône en fonction du temps. Comme paramètres, on a grand H, grand R, petit n et petit r. S'il tombe petit n gouttes par seconde, le nombre de gouttes qui est tombé à l'instant t est simplement petit n fois le temps t. Chaque goutte ayant un volume de 4 tiers de pi r cube, je peux trouver le volume à l'instant t, c'est petit n fois t fois 4 tiers de pi r cube. Ce volume à l'instant t correspond à un volume d'un cône de hauteur h de t et de rayon r à l'instant t. On peut donc écrire que pi divisé par 3 fois le rayon r à l'instant t au carré fois la hauteur h de t égale le volume du liquide qui est tombé dans ce cône. Il existe évidemment une relation entre le rayon à l'instant t et la hauteur à l'instant t. Puisqu'on est dans un cône, il faut que le rayon à l'instant t divisé par la hauteur à l'instant t doit être égal au rayon grand R divisé par la hauteur grand H. On a donc une relation directe entre le rayon à l'instant t et la hauteur à l'instant t. On remplace le rayon à l'instant t par sa valeur en termes de la hauteur petit h à l'instant t, et donc on détermine directement la relation entre la hauteur à l'instant t et le temps. La hauteur à l'instant t est proportionnelle à la racine cubique du temps. Voici un problème typiquement de dynamique. Un verre de 200 grammes est posé sur un carton qui fait 10 grammes. Je tire le carton avec une force grand F pour déplacer le verre, qui se déplace donc toujours avec la même vitesse que le carton sans le renverser. Il y a un coefficient de frottement statique μs entre le carton et le verre et un coefficient de frottement dynamique entre le carton et la table, et on demande de déterminer la force maximale grand F que je peux exercer pour que cela soit possible. Comme dans l'énoncé on ne donne aucune indication sur la position du centre de masse de cet objet complexe, il n'y a donc pas d'étude de moment possible, donc on ne va s'intéresser qu'au mouvement de translation. Commençons d'abord par le verre. Il y a trois forces qui s'exercent sur le verre. Le poids vertical vers le bas, la force normale du carton sur le verre vertical vers le haut, et une force de frottement statique qui est vers la droite puisque le verre se déplace vers la droite. On peut donc écrire les équations du mouvement pour ce verre. La masse du verre fois petit g verticalement vers le bas doit être égale à la force de contact du carton sur le verre vertical vers le haut. Et la masse du verre fois son accélération est égale à la force de frottement statique du carton sur le verre vers la droite. Sur le carton, nous avons trois forces horizontales. La force réciproque de frottement statique du carton sur le verre, la force de frottement dynamique de la table sur le carton vers la gauche et la force grand F vers la droite avec laquelle on tire le carton. Il y a trois forces verticales, la réciproque de la force de contact du carton et du verre, le poids du carton et puis la force normale de contact de la table sur le carton vertical vers le haut. On peut donc écrire les équations du mouvement du carton. Verticalement, on a évidemment que le poids du carton vers le bas plus le poids du verre vers le bas doit être égal à la force de contact verticale vers le haut de la table sur le carton. Et horizontalement, la masse du carton fois l'accélération du carton est égale à la force avec laquelle on tire le carton, moins la force de frottement statique du carton sur le verre, moins la force de frottement dynamique de la table sur le carton. La force de frottement dynamique de la table sur le carton est proportionnelle à la force de contact perpendiculaire entre la table et le carton. Je peux donc remplacer cette force de frottement table sur le carton par mu dynamique fois G fois la masse totale verre plus carton. Mais le verre et le carton se déplacent avec la même vitesse à chaque instant, donc ils ont la même accélération. Je peux donc additionner l'équation du mouvement du carton à l'équation du mouvement du verre. La force interne de frottement statique entre le verre et le carton disparaît. J'obtiens alors la valeur de l'accélération du verre et du carton.
C'est égal à moins le coefficient de frottement dynamique fois petit g, plus la force avec laquelle je tire le carton, divisé par la masse totale. Connaissant l'accélération, je peux l'insérer dans l'équation du mouvement du verre et déterminer ainsi la force de frottement statique du carton sur le verre. Cette force de frottement statique doit être plus petite ou égale à mu statique fois la composante perpendiculaire du carton sur le verre, c'est-à-dire mu statique fois la masse du verre fois petit g. Après un peu d'algèbre, on détermine finalement la valeur maximale avec laquelle je peux tirer sur le carton. Cette force doit être toujours plus petite ou égale à la somme des deux coefficients de frottement multiplié par la masse totale multipliée par g. On peut maintenant insérer les valeurs numériques et on trouve que cette force doit être plus petite ou égale à 3,15 newtons. Dans ce problème, on a une boîte rectangulaire qui est poussée par une force F. La vitesse de la boîte est constante, ce qui signifie que l'accélération est nulle. Le coefficient de frottement dynamique est donné. On donne aussi la masse de la boîte. On demande de décider toutes les forces, de déterminer toutes ces forces et de déterminer à partir de quelle hauteur h la boîte doit nécessairement basculer vers l'avant. Il s'agit bien entendu d'un problème de dynamique, même si l'accélération est nulle. Et comme on parle d'un basculement vers l'avant et qu'on te demande de déterminer une hauteur et que la boîte est parfaitement rectangulaire, on doit donc aussi appliquer l'équation des moments. Dessinons donc d'abord les forces. Il y a évidemment la force grand F qui agit sur cette boîte, le poids mg, et il y a une force de contact verticale vers le haut et une force de frottement vers la gauche. Mais où placer la force de contact verticale vers le haut et la force de frottement dynamique horizontale vers la gauche? Il faut évidemment que le point d'application de la force de contact verticale soit le même que le point d'application de la force horizontale. Mais si nous plaçons ces deux forces à gauche du centre de gravité, alors cette boîte bascule toujours. Il faut donc placer le point de contact à droite du centre de masse. Appelons petit d la distance entre le centre de masse et le point d'application de la force de frottement. Les autres données de ce problème sont bien entendu la hauteur petit h où s'applique la force grand F, la hauteur grand H de la boîte et la largeur grand D de cette boîte. Il est évident que petit d doit forcément être plus petit ou égal à grand D demi. Comme il n'y a pas d'accélération, les équations du mouvement horizontaux et verticaux nous donnent premièrement que 0 est égal à la force avec laquelle on pousse moins la force de frottement dynamique de la table sur la boîte, que 0 égale la force de la table sur la boîte verticale vers le haut moins le poids vertical vers le bas. Comme il s'agit d'un frottement dynamique, la force de frottement parallèle de la table sur la boîte est égale à mu fois la force perpendiculaire qui elle est égale à mg. Donc la force avec laquelle on pousse la boîte doit être égale à mu dynamique fois m fois g. Comme on étudie aussi les possibilités de basculement, nous devons aussi avoir que le moment total des forces par rapport à n'importe quel point doit être égal à 0. Ce point peut être choisi au hasard, évidemment, mais il est intéressant de choisir ce point sur le point d'application d'une force, puisque le moment de cette force par rapport à ce point sera 0. Le point le plus intéressant ici est le point où s'applique la force de contact verticale et horizontale, puisqu'alors deux moments seront nécessairement nuls, le moment de la force de contact verticale et le moment de la force de frottement parallèle horizontale. Par rapport à ce point, il ne reste plus qu'à calculer le moment du poids et le moment de la force extérieure grand F. Calculons le moment du poids. Je pars du point O, ce point que j'ai choisi vers le centre de masse G, et je fais le produit vectoriel avec la masse fois petit g qui est vertical vers le bas. Le moment de la force extérieure se calcule de la même façon. On va de O à A, le point d'application de la force, et on fait le produit vectoriel avec la force extérieure. Pour calculer ces produits vectoriels, on décompose toujours le vecteur OG, par exemple, en une partie parallèle et une partie perpendiculaire à la force, c'est-à-dire ici à petit g.
De même, on va décomposer OA en une partie parallèle à grand F et une partie perpendiculaire à F, ce qui nous permet d'écrire directement les deux moments et de déterminer ainsi la condition d'équilibre. Le moment du poids est donc petit d, la distance perpendiculaire entre O et G fois mg, et ce moment tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Le moment de la force extérieure grand F est simplement petit h, la partie du vecteur qui est perpendiculaire à grand F, fois grand F, et ce moment tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. L'équilibre de rotation nous dit donc que ces deux moments doivent être égaux, ce qui signifie que d fois mg doit être égal à petit h fois grand F. Mais on sait que la force grand F vaut mu dynamique fois mg, ce qui nous permet de conclure que la distance d doit être égale à mu dynamique fois la hauteur petit h. Mais nous savons que petit d doit être plus petit ou égal à grand D demi, puisque le point d'application doit être au moins sous la boîte rectangulaire. On en déduit donc une valeur maximale pour la hauteur petit h. Elle doit être plus petite ou égale à grand D divisé par 2 fois le coefficient de frottement dynamique. Si on insère les données, petit h doit être plus petit ou égal à 7,14 cm. Dans cet exercice, on donne la masse du tram, son accélération, la vitesse finale qu'il atteint. Et on demande quelle est la consommation d'énergie par kilomètre parcouru. Et on demande de l'exprimer en kWh par kilomètre. On ne parle nulle part de force, donc la seule information sur l'énergie est l'énergie cinétique de ce tram. Ensuite, il faudra comprendre qu'est-ce que c'est que cette unité de kWh par kilomètre. Essayons donc de déterminer l'énergie cinétique. L'équation du mouvement étant un mouvement rectiligne uniformément accéléré, nous avons que la vitesse égale l'accélération fois le temps et que donc la position est un demi de a t carré. L'énergie cinétique étant un demi mv carré, on trouve donc que l'énergie cinétique est un demi la masse, l'accélération au carré, fois le temps au carré. L'énergie cinétique augmente donc avec le temps. Ce qui nous intéresse, c'est l'énergie cinétique par kilomètre parcouru. Donc je divise un demi mv carré par la distance x parcourue. Et je constate que la division est simplement la masse du tram fois son accélération. L'énergie cinétique divisée par la distance parcourue n'est rien d'autre que la force. C'est parce qu'ici nous sommes dans un mouvement où la force est constante, puisque l'accélération est constante, et donc la variation d'énergie cinétique est égale au travail de cette force qui n'est rien d'autre que la force fois la distance. J'insère les données, la masse de 60,7 tonnes et l'accélération qui est 0,5 mètres par seconde carré. Je trouve donc que l'énergie cinétique divisée par la distance, qui n'est rien d'autre que la force, est 30 350 newtons. Attaquons-nous maintenant aux unités, c'est des kWh par kilomètre. Kilowattheure signifie donc 1000 watts fois 3600 secondes, divisé par 1000 mètres qui correspond à 1 km. Donc des kilowattheures par kilomètre correspondent à 3600 newtons. Donc finalement, l'énergie cinétique divisée par la distance parcourue, qui est égale à 30 350 newtons, correspond à 8,43 kWh par kilomètre. Dans cette question d'examen, nous avons une masse de 3 kg qui était immobile à l'instant t égale 0, et on lui applique une force qui est représentée dans le graphique, donc une force qui dépend du temps. On pose 3 sous-questions. Premièrement, déterminer la vitesse à l'instant t égale 8. En t égale 8, on demande quelle est l'énergie cinétique de cette masse. Ensuite, on dit qu'en t égale 8, on décide de freiner avec une force constante et on demande que doit valoir cette force si on veut arrêter cette masse en 2 secondes. La force n'est pas constante, donc on ne peut pas utiliser le mouvement rectiligne uniformément accéléré, ni aucun autre mouvement que nous avons étudié. Nous devons donc utiliser directement les lois de Newton. La loi de Newton peut s'exprimer sous la forme d'une intégrale, à savoir la quantité de mouvement à l'instant t2 moins la quantité de mouvement à l'instant t1 est égale à l'intégrale de la force par rapport au temps, c'est-à-dire à l'impulsion entre ces deux temps.
Donc la quantité de mouvement à l'instant 8 secondes moins la quantité de mouvement initial qui est nulle est égale à l'intégrale de 0 à 8 de la force. Et cette intégrale n'est rien d'autre que la surface sous la courbe que dessine la force au cours du temps. Il s'agit de la surface d'un triangle entre 0 et 6, puisqu'entre 6 et 8, la force est nulle, la surface y est donc nulle. La surface de ce triangle est donc la base fois la hauteur sur 2. Donc la masse fois la vitesse en 8 est égale à 6 newtons seconde. On divise par la masse de 3 kg, donc la vitesse à 8 secondes est égale à 2 mètres par seconde. L'énergie cinétique est 1,5 mv carré, donc en 8 secondes, on a 1,5 fois la masse de 3 fois la vitesse de 2 mètres par seconde au carré, ce qui donne 6 joules. À l'instant t égale 8 secondes, on applique une force qui est constante et on veut que cet objet s'arrête au bout de 2 secondes. On utilise de la même façon l'équation de Newton. Donc la quantité de mouvement à 10 secondes vaut 0, la quantité de mouvement à 8 secondes valait 6 newtons secondes, et donc on intègre la force qui est maintenant constante sur la durée qui est de 2 secondes. Donc la force est évidemment négative puisqu'on freine l'objet, et elle vaut moins 3 newtons. Voici un problème où il y a deux corps. Le premier avance de façon horizontale à vitesse constante et le deuxième va décrire une parabole puisqu'il est lancé avec une vitesse v1 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Le deuxième corps part à l'instant t1. T1 est un inconnu. On demande de déterminer ce temps t1 pour que cette deuxième masse rattrape la première au sol, de déterminer le temps où cela arrive et de déterminer la position x de rencontre. L'équation du premier objet est simple puisqu'il ne se déplace que dans la direction x. x0 à tout instant t égale v0 fois t. Le deuxième corps a deux équations du mouvement. D'abord sur x. X vaut la vitesse v1 fois le cosinus alpha fois t moins t1, ce temps de départ inconnu. Et z égale v1 sinus alpha t moins t1 moins demi g t moins t1 au carré. Lorsqu'on dit que le deuxième corps arrive au sol, cela signifie que son z est égal à 0. On en déduit donc directement la durée, c'est-à-dire t moins t1, vaut simplement 2v1 sinus alpha divisé par g. Arrivé au sol, les deux objets se rencontrent si la position x du premier objet est égale à la position x du deuxième objet. On en déduit donc le temps, la durée totale grand T, qui vaut 2v1 carré sinus alpha cos alpha, divisé par v0 fois petit g. Je peux donc déterminer le temps de rencontre, j'insère les données et je trouve que le temps grand T de rencontre est 48 cinquièmes de seconde, c'est-à-dire 9,6 secondes. J'insère aussi les données dans la durée, c'est-à-dire dans t moins t1, et je trouve que t moins t1 vaut 6 secondes. Connaissant le temps grand T de 48 cinquièmes de seconde et la durée t moins t1, j'en déduis que le temps t1 de démarrage du deuxième corps est de 18 cinquièmes de seconde. Pour déterminer la position x de rencontre, il suffit d'insérer le temps grand T à l'intérieur d'une des deux équations de position x. La plus simple, c'est v0 fois t. On trouve donc que la position de rencontre vaut 240 mètres.